En 1978, alors qu'il vit dans le Colorado, Stephen King se promène tranquillement dans la campagne. Il traverse un pont en bois, sans se douter que cette simple balade va déclencher chez lui une idée tenace. Il pense aussitôt aux trolls qui, dans les contes, vivent sous les ponts, et il se demande comment il pourrait transformer ce concept en histoire. Cette image revient souvent hanter son imagination pendant 2 ans, jusqu'au jour où il se dit que ce pont pourrait symboliser une ville entière avec une créature tapie dessous, exerçant son influence sur tous ses habitants. Je vous tuerai tous! En repensant à son enfance passée à Londres, un autre souvenir refait surface. Celui d'un long couloir qui reliait la section jeunesse et la section adulte d'une grande bibliothèque. Ce passage étroit, presque symbolique, lui évoque la frontière floue entre l'enfance et l'âge adulte. King commence alors à esquisser une histoire qui parlerait justement de ce moment charnière, de ce qu'on perd et de ce qu'on gagne en grandissant, et des traumatismes de l'enfance qui peuvent refaire surface bien plus tard. Il entame l'écriture de ce nouveau projet le 9 septembre 1981. Il y raconte les aventures d'un groupe d'enfants confrontés à une créature extraterrestre terrifiante. Ben? Le manuscrit est achevé le 28 décembre 1985 et il le baptise simplement ça. Entre-temps, les adaptations de ces romans cartonnent à Hollywood. Après le succès de Shining, Carrie ou Christine, le nom de Stephen King devient une véritable machine à succès, que ce soit en librairie ou au cinéma. Pourtant, ce n'est pas un grand studio mais la chaîne ABC qui décroche les droits pour adapter ça, alors même que le livre n'est pas encore publié. Le scénariste Lawrence Cohen se souvient parfaitement du jour où il reçoit le manuscrit. En 1986, son agent l'appelle pour lui proposer une adaptation d'un nouveau roman de Stephen King destiné à ABC. Le lendemain, 2 énormes colis arrivent chez lui. À l'intérieur, les 1100 pages du manuscrit dactylographiées. Cohen dégage son bureau, s'installe et commence la lecture. 100 pages plus tard, il est convaincu. Il veut absolument écrire cette adaptation. Au départ, la mini-série devait s'étendre sur plusieurs épisodes pour un total de 8 à 10 heures. Adapter un roman aussi sombre et dramatique à la télévision ne semblait pas si étonnant, car à cette époque, le petit écran entamait une nouvelle ère. Des séries comme Twin Peaks ou Les Contes de la Crypte montraient qu'on pouvait sortir des sentiers battus, proposer des ambiances étranges, déroutantes et s'éloigner des codes traditionnels de la télé. Pas besoin de gore ou de nudité à outrance, l'innovation passait aussi par le ton, l'atmosphère et le traitement. Pour piloter ce projet ambitieux, ABC fait appel à George Romero, le maître du zombie, célèbre pour La Nuit des Morts Vivants. Il commence à poser les bases, storyboard, brainstorming avec les équipes des effets spéciaux, accumulation des notes et de scripts, il s'investit à fond. Mais un problème d'agenda vient tout compliquer. Romero est en pleine préparation du remake de La Nuit des Morts Vivants, prévu pour 1990. Une idée née d'une galère juridique. À cause d'une erreur d'enregistrement, le film original est tombé dans le domaine public, privant toute l'équipe de la moindre rémunération. Pour réparer cette injustice, il décide de produire une nouvelle version du film avec l'équipe d'origine. Ce projet parallèle l'oblige à quitter la mini-série, d'autant que la chaîne vient de réduire drastiquement sa durée. Plus question de 8 heures, la chaîne impose désormais un format de 4 heures. Romero, très déçu sur le moment, finira par reconnaître en 1993 qu'il ne regrettait pas d'avoir laissé tomber. Selon lui, la réduction du temps d'antenne affaiblissait considérablement le développement des personnages et leur impact émotionnel. Comme je l'ai dit, le scénario est confié à Lawrence Cohen, déjà responsable de l'adaptation de Carrie en 1976. Après avoir reçu un premier jet, le réalisateur Tommy Lee Wallace accepte de reprendre le projet. Pour garder une certaine neutralité, il fait un choix étonnant, ne pas lire le roman. Il veut aborder le projet avec un regard extérieur, conscient que beaucoup de ses collaborateurs étaient plongés dans l'univers du livre depuis des années. En découvrant le scénario, Wallace repère immédiatement plusieurs problèmes. Il propose à Cohen de retravailler certaines scènes, mais ce dernier, déjà engagé sur d'autres projets, n'est pas disponible. Il décide alors de reprendre le script lui-même, cette fois avec le roman en main. Mais face aux 1138 pages du bouquin, il faut faire des choix. Plusieurs sous-intrigues jugées dérangeantes sont éliminées. L'un des exemples les plus frappants concerne la fin de la première partie, située dans les années 50. Après leur première confrontation avec la créature, les enfants, âgés de seulement 11 ans, se perdent dans les égouts. Dans ce livre, c'est à ce moment-là que Beverly, la seule fille du groupe, propose à chacun des garçons de coucher avec elle pour renforcer leur lien. Stephen King décrit cette scène en détail, une sorte d'orgie qui a toujours suscité la controverse. Inutile de préciser qu'elle a été totalement écartée de l'adaptation, et franchement, personne ne s'en est vraiment plaint. Fait étonnant, Annette O'Toole, qui interprète Beverly adulte, ne comprenait pas vraiment pourquoi la fameuse scène avait été supprimée. À ses yeux, c'était un moment clé, une sorte de lien ultime entre les enfants, un acte de solidarité dans une situation désespérée. Ah bon, d'accord.
Mais ce n'est pas la seule modification qui a déplu à Stephen King. L'auteur n'a pas vraiment apprécié la façon dont certains personnages avaient été réécrits, en particulier Richie. Dans le roman, Richie est un DJ excentrique à Los Angeles, mais dans la série, il devient un simple comédien de télévision. Un peu plus lisse, un peu moins intense, une simplification qui, selon lui, diluait la richesse du personnage. Merci. Un peu jeune pour toi, Richie, tu ne crois pas? J'ai un ballon pour toi. Attrape! Côté casting, Lawrence Cohen a avoué ne pas avoir imaginé d'acteur précis pour le rôle de Pennywise en écrivant le scénario. Tommy Lee Wallace, lui, a tout de suite pensé à Tim Curry. Mais au début, le studio n'était pas vraiment emballé. Connu pour ses rôles barrés dans The Rocky Horror Picture Show ou encore Cluedo, Tim Curry n'avait pas exactement le profil type du grand méchant terrifiant. Mais après des essais où il a impressionné tout le monde, il a décroché le rôle. Est-ce que tu veux un ballon? L'idée de jouer un clown inquiétant l'enthousiasme immédiatement. Ce qui l'amuse, c'est justement le contraste entre l'image rassurante que renvoie normalement un clown et l'horreur absolue qu'il incarne ici. Ça servira à rien de fuir, quart de portion. Pour le reste du casting, tout s'est fait assez simplement. Beaucoup d'acteurs adultes ont été choisis par téléphone sans même passer d'audition. Le casting des enfants, en revanche, a été bouclé en dernier. L'équipe cherchait une vraie ressemblance entre les versions jeunes et adultes des personnages. Et globalement, c'est plutôt réussi. Parmi les jeunes recrues, Jonathan Brandis et Seth Green, venus de Los Angeles, sortent du lot. Brandis en particulier impressionne tout le monde. Alors que la production misait sur des visages inconnus, ce jeune acteur capte aussitôt l'attention. Talentueux, charismatique, déjà un peu star. ABC débloque un budget de 12 millions de dollars pour la mini-série, soit plus du double du budget habituel pour un téléfilm à l'époque. Un investissement conséquent, mais nécessaire vu l'ampleur du projet. Pour la scène d'ouverture dans laquelle la petite Laurie est attaquée par Pennywise, les premières prises se font sans Tim Curry. Le réalisateur s'installe même à la place du clown pour diriger la jeune actrice Shellen Simons en lui donnant des instructions très simples. Elle finira tout de même par croiser Curry sur le tournage en costume. Il lui adresse un salut joyeux et amical. Salut! Mais même sans chercher à faire peur, sa simple présence déguisée la tétanise. D'ailleurs, pour concevoir Pennywise, le maquilleur Bart Mixon, qui a bossé sur Robocop, Freddy 4, Men in Black et plus tard sur Avengers Infinity War, mise sur un look trompeusement rassurant. L'idée, c'est que ce monstre fait tout pour appâter les enfants. Il ne doit donc pas ressembler à une créature effrayante au premier coup d'œil. Au contraire, il faut qu'il ait l'air inoffensif, jusqu'au moment où il dévoile sa vraie nature. Avant même que le rôle ne soit attribué, Bart Mixon commence à concevoir Pennywise en dessinant des storyboards. Il se plonge dans l'histoire du cirque, étudie l'apparence des clowns classiques et teste plusieurs directions. Le premier design imaginé a des pommettes marquées, un menton très pointu et un front volontairement exagéré. 3 versions sont alors créées en argile. La première appelle le clown hobo, un peu triste, la deuxième est plus agressive et la troisième deviendra celle qu'on connaît tous. Pour la forme de la tête, Mixon s'inspire directement du fantôme de l'opéra de 1925, incarné par Lon Chaney. Une fois Tim Curry choisi, le maquilleur peut enfin tester ses idées sur l'acteur. Plutôt que de partir sur un maquillage traditionnel, il opte pour une peinture épaisse à base d'eau et d'acrylique, donnant au personnage une allure presque cartoonesque. Mais l'acteur, lui, est d'abord réticent. Il a gardé un mauvais souvenir des longues heures de maquillage sur le film Legend, et il n'a aucune envie de revivre ça. Pour le convaincre, le metteur en scène allège au maximum la quantité de prothèses, même si la transformation quotidienne demande malgré tout 3 heures. Avant le tournage, l'acteur passe une journée complète dans le costume pour s'habituer au personnage et s'entraîner à faire des grimaces avec les prothèses en place. Dans les scènes où Pennywise devient plus inquiétant, il porte des lentilles jaunes et 2 jeux de fausses dents. Un petit jeu souple pour pouvoir parler et un autre bien plus grand destiné aux gros plans terrifiants. Ouais, embrasse-moi, gros là! Certaines séquences se révèlent particulièrement compliquées à tourner. C'est le cas de la scène dans la salle de bain où un ballon rempli de sang éclate devant Beverly. Aide-moi, Beverly! Qu'est-ce que c'est? L'explosion doit se déclencher au moment parfait, ce qui nécessite plusieurs prises. A l'inverse, la scène du restaurant chinois est capturée en une seule prise. Wallace voulait des réactions brutes, alors il n'a rien dit aux acteurs. Tout est improvisé et ça fonctionne parfaitement.
Le tournage dans l'ensemble n'a pas été de tout repos. Pour détendre l'atmosphère, Tim Curry en costume complet divertit parfois les figurants entre deux prises en chantant pour les enfants. Ce qui est cocasse, c'est que certains figurants venus pour une seule journée ne savent même pas qu'il incarne un personnage aussi sinistre à l'écran. Mais tout n'est pas aussi léger. La dernière scène, celle dans les égouts, est particulièrement risquée. Les comédiens doivent évoluer dans une zone envahie de rouille avec un vrai risque de blessure ou d'infection. Côté effets spéciaux, ABC fait appel à la société Fantasy 2, alors en plein travail sur Predator 2. Le studio n'a que 12 semaines pour livrer une araignée géante, des cadavres et des marionnettes réalistes. L'araignée à elle seule coûte plus de 200 000 $ et sa construction prend finalement 13 semaines. Même à la lecture du roman, certains membres de l'équipe n'étaient pas convaincus par cette créature finale. Gene Warren Jr., superviseur des effets visuels, confie que l'araignée lui posait problème dès le départ. Dans sa tête, King savait ce qu'il voulait évoquer, mais à l'écran, ça devenait compliqué à rendre crédible. Selon lui, toute la première partie du film posait des bases très claires avec Pennywise. Et d'un coup, on basculait dans un autre registre, plus fantastique, là où l'histoire devait rester dans l'horreur. Bart Mixon propose à l'équipe une créature au design particulier, à la fois douce et charnue, avec un aspect étrange mais organique. Après plusieurs semaines d'attente, le modèle final arrive enfin sur le plateau, et là, c'est la douche froide. Wallace s'attendait à une araignée massive, musclée, presque reptilienne, comme sur les croquis. Ce qu'il découvre est tout l'inverse. Une silhouette maigrelette, sans vraiment de prestance, et surtout pas du tout effrayante. Le choc est brutal, d'autant qu'il apprend ce changement à seulement quelques heures du tournage. Il est profondément déçu et il n'est pas le seul. Le reste du casting se moque gentiment du résultat, et même Stephen King présent sur le tournage ne cache pas son mécontentement. L'équipe des effets spéciaux essaie alors de rattraper le coup avec quelques ajustements de dernière minute. Dennis Christopher, qui incarne Eddie adulte, est tout aussi dubitatif. Pour lui, cette araignée sortie de nulle part n'a pas vraiment de sens. Quelle est sa nature exacte? Est-ce Pennywise sous une autre forme? Rien n'est vraiment expliqué dans la série. Mais malgré ses réserves, il joue le jeu à fond comme tous les autres. En plus de ses contraintes artistiques, la production doit composer avec les limites imposées par le format télé. Ça étant diffusé en prime time, il est interdit de montrer des scènes trop violentes ou sanglantes. Pour contourner cette censure, les créateurs trouvent des astuces ingénieuses. Au lieu de faire jaillir le sang des corps, ils le font sortir d'objets du quotidien. Un album photo, une tasse, un ballon. Pour la scène où Ben croise un squelette, la chaîne refuse que l'os soit mouillé, car l'humidité aurait rendu l'effet trop dégoûtant. Alors, Mixon remplace la chair en décomposition prévue à la base par des algues, moins glauques, mais toujours inquiétantes. Il explique que le gore sec passait mieux à l'écran, alors que tout ce qui avait l'air pourri et visqueux était interdit. Mais le plus gros casse-tête reste cette règle absurde. On ne doit pas montrer d'enfants en danger de mort. Un comble pour une histoire qui repose précisément là-dessus. Résultat, certaines scènes comme la mort du petit Georgie sont raccourcies. A l'origine, son bras devait être arraché à l'écran, une image marquante du livre. Mais il a fallu l'édulcorer pour coller aux exigences de la chaîne. Au départ, ABC ne voulait pas que Stephen King visionne la mini-série avant sa diffusion. Mais l'auteur, pas vraiment du genre à se laisser faire, menace aussitôt. S'il ne voit pas le résultat en premier, il ne fera aucune interview promotionnelle. Face à cette pression, la chaîne cède. Dans les pages du magazine Fangoria en septembre 1990, l'auteur explique qu'il a finalement pu visionner la première heure du programme, le reste étant encore en cours de montage. Et le verdict est sans appel. Il est satisfait. Il se rappelle qu'il a mis 3 ans à écrire ça, et qu'il était impensable pour lui de ne pas avoir son mot à dire sur l'adaptation. Il se dit même impressionné par la prestation de Tim Curry qu'il juge terrifiante. Selon lui, Pennywise va hanter les cauchemars de nombreux enfants. Ça est donc diffusé comme prévu sur ABC en 2 soirées les 18 et 20 novembre 1990. C'est un carton. Plus de 17 millions de téléspectateurs regardent la première partie et 19 millions sont au rendez-vous pour la seconde. C'est tout simplement le plus gros succès de l'année pour la chaîne. En France, c'est M6 qui récupère les droits et programme la mini-série sous le titre « Il est revenu » le 16 octobre 1993. Là encore, l'audience est au rendez-vous avec 15% de part de marché. Et même si certains points font débat, l'ensemble reçoit un accueil globalement positif. Avec le recul, la mini-série est considérée comme une œuvre imparfaite mais sincère, marquée par les limites de la télévision de l'époque. Le site Terror Vision souligne son importance en tant que classique générationnel. Malgré les effets spéciaux un peu datés et le coup de vieux visible en HD, l'ensemble conserve un charme intemporel. Il y a quelque chose d'authentique, presque nostalgique dans cette adaptation. Malgré le temps qui passe, le téléfilm continue à faire son petit effet.
Et évidemment, à partir des années 2000, des producteurs vont vouloir faire une nouvelle version. Mais le développement n'a rien d'un long fleuve tranquille. Tout démarre le 12 mars 2009 quand la New Line Cinema acquiert les droits pour un nouveau film, cette fois destiné au grand écran. Mais le timing n'est pas idéal. Le studio est en pleine transition après son rachat par la Warner et le projet est mis en pause pendant plusieurs années. En 2012, le projet d'adaptation de ça est relancé avec Cary Fukunaga, jeune réalisateur prometteur, épaulé par le scénariste Chase Palmer. Dès 2013, ils écrivent un premier script mais se heurtent vite à un problème. Adapter un roman de plus de 1000 pages en un seul film de 2h30 est irréalisable. Fukunaga réussit à convaincre le studio de scinder l'histoire en 2 volets, l'enfance dans le premier, le retour à l'âge adulte dans le second. Bonne nouvelle, les 2 films seront classés R, promettant une adaptation plus fidèle et brutale que celle de 1990. Pour le rôle de Pennywise, plusieurs noms circulent dont Ben Mendelsohn ou Mark Rylance, mais c'est Will Poulter qui est choisi. Les premières versions du script sont marquées par une violence crue et des éléments dérangeants, validés par Stephen King lui-même. Mais en 2015, les studios s'impliquent davantage. Fukunaga veut un film d'horreur ambitieux et profond, là où les producteurs préfèrent une approche plus classique et commerciale. Face aux désaccords constants et au contrôle grandissant du studio, Fukunaga quitte finalement le projet. Il admettra plus tard que sa version était sans doute trop radicale. Le scénario sera entièrement réécrit par Gary Doberman, connu pour Annabelle. Le projet reste divisé en 2 chapitres, mais plusieurs ajustements majeurs sont apportés. L'histoire ne se déroulera plus dans les années 50 comme dans le roman, mais en 1989 pour le premier film et en 2016 pour le second. Un changement d'époque qui permet à la nouvelle version de parler à une génération plus récente tout en jouant sur la nostalgie des années 80. C'est à ce moment-là qu'Andy Muschietti, fraîchement relevé par le succès de Mama, reprend la mise en scène, épaulé par sa sœur, la productrice Barbara Muschietti. Tous les deux se plongent avec enthousiasme dans ce projet titanesque. Barbara, particulièrement marquée par le livre depuis son adolescence, y voit une histoire aussi terrifiante que puissante. Mais les Muschietti vont vite devoir affronter leur premier obstacle. En tentant de convaincre Will Poulter de reprendre le rôle de Pennywise, ils réalisent que l'acteur n'est plus du tout partant. Le rôle est trop sombre, trop intense, et surtout, il commence à craindre que cela nuise à son image et à sa carrière. En gros, il abandonne. Le studio organise alors un gigantesque casting pour trouver son nouveau clown maléfique. Plus de 160 acteurs passent les auditions, et un nom finit par sortir du lot, Bill Skarsgård. Ce qui fait la différence, dès son audition, Bill se présente grimé en clown. Il est le seul à oser ça. Dès qu'il entre dans la pièce, ce n'est plus lui qu'on voit, mais le clown. Mais ce n'est pas tout, Skarsgård a aussi quelques atouts physiques étranges et parfaits pour le personnage. Notamment un petit truc qu'il fait avec sa lèvre depuis qu'il est gamin. Un tic un peu flippant qu'il voulait depuis toujours utiliser pour un rôle. À l'audition, il le tente et ça marche. Son visage devient une arme, un outil de jeu terrifiant. Une fois l'acteur dans la poche, Andy Muschietti s'implique à fond dans le nouveau design de Pennywise. Il veut à tout prix s'éloigner du look de la version de 1990. Pour lui, ce nouveau ça doit avoir une présence physique dérangeante, mais aussi une dimension presque surnaturelle dans ses mouvements. L'objectif est clair, faire oublier le déguisement de Tim Curry et proposer une créature à part, plus fidèle au roman. Grand fan de Shining ou Creepshow, le metteur en scène porte ce projet avec passion, et ses premières idées font mouche. Une dentition immense, un front fissuré, un corps qui se contorsionne de manière improbable, Pennywise doit avoir l'air d'appartenir à un autre monde. Comme pour Tim Curry, le maquillage quotidien de Bill prend plus de 3 heures. Le costume, lui, est conçu par Catherine Bryant, qui puise son inspiration dans différentes époques historiques. La Renaissance, le Moyen-Âge, l'époque victorienne, l'idée est que Pennywise n'est pas qu'un simple clown, mais une entité millénaire dont les vêtements reflètent toutes les vies passées. Ce mélange d'influences donne un aspect presque intemporel à son apparence, renforçant sa nature hors du temps. Pour le comédien, l'étape du maquillage a été décisive. Tant qu'il n'avait pas le visage peint et le costume sur le dos, il n'arrivait pas à saisir physiquement le personnage. Il a d'abord approché ça d'un point de vue intellectuel, en analysant l'entité, en imaginant sa logique, ses intentions, mais ce n'est que le jour où il a vu son reflet en Pennywise qu'il a réellement compris comment il devait bouger, comment il pouvait jouer avec son visage. À partir de là, tout a pris forme. Le casting des enfants, lui, se fait assez rapidement. On y retrouve Finn Wolfhard, déjà populaire grâce à Stranger Things, et Wyatt Olive, aperçu dans Les Gardiens de la Galaxie. Dès les essais, l'équipe sent qu'il tient quelque chose.
Certains gamins n'étaient même pas venus pour les bons rôles, mais dès qu'ils ouvraient la bouche, c'était évident. Lui c'est Richie, lui c'est Stanley, tout se fait de manière naturelle, et sur le tournage, la magie opère. 3 semaines avant le clap de départ, la production regroupe tous les jeunes au Canada. L'objectif ? Qu'ils deviennent amis pour de vrai, et qu'ils s'imprègnent des années 80. Fini les portables, les réseaux sociaux, et place au vélo et à la débrouille. Et 3 jours plus tard, ils sont inséparables. Mission accomplie. Pour préserver cette alchimie et obtenir des réactions les plus authentiques possibles, Muschietti décide de garder Bill à l'écart du groupe pendant toute la préparation. Les enfants ne doivent pas trop le croiser en coulisses. Il faut que la peur reste intacte. La petite bande d'acteurs ne savait absolument pas à quoi s'attendre. Tous étaient surexcités à l'idée de découvrir enfin le monstre. Et c'est Jack Dylan Grazer, alias le jeune Eddie, qui a eu l'honneur, ou le malheur, de tourner la toute première confrontation avec Pennywise. Bill Skarsgård se souvient de ce tournage comme l'un des moments les plus marquants du film. Dès que le mot action est lancé, il se donne à fond, bave au visage du gamin, hurle, grogne, se colle à lui. Jack pleure, a des hauts le cœur, mais tient bon. Toute l'horreur se lit sur son visage, et c'est ce que Muschietti voulait. Pour rendre le personnage encore plus perturbant, le réalisateur imagine un Pennywise avec un œil qui louche. L'idée plaît, mais les équipes techniques pensent tout de suite à un effet numérique. C'est là que Bill surprend tout le monde. Il leur annonce qu'aucun effet ne sera nécessaire. Il peut le faire naturellement. Depuis l'enfance, il a un œil paresseux et peut désaxer son regard à volonté. Et Bill ne s'arrête pas là. Il fait lui-même une grande partie de ses cascades et se donne à 200% dans chaque scène. À tel point qu'après certaines prises, il est littéralement épuisé, allongé par terre pour reprendre son souffle. Pour Andy Muschietti, ce niveau d'engagement est précieux. Il voulait un Pennywise imprévisible, fou, loin de toute caricature. Et Bill, grâce à ses choix subtils et sa capacité à ne jamais jouer 2 fois de la même façon, incarne exactement ce qu'il avait imaginé. Et de leur côté, les enfants ne sont pas épargnés. Sophia Lilly subit des litres et des litres de faux sang attachés à une structure pendant une scène éprouvante. Et Jeremy Ray Taylor réalise lui aussi plusieurs cascades. Mais malgré les séquences exigeantes, l'ambiance sur le tournage reste excellente. Le film bénéficie d'un budget confortable pour un film d'horreur, 35 millions de dollars. Suffisant pour bien faire les choses, mais pas assez pour tout. Certaines séquences ambitieuses sont donc supprimées, notamment une scène se déroulant dans les années 1600 qui devait explorer les origines du clown. Une frustration pour l'équipe et pour les fans. Pendant ce temps, une drôle de tendance prend de l'ampleur aux États-Unis. Les fameux clowns tueurs. Depuis 2014, des individus déguisés en clowns rôdent la nuit pour effrayer et parfois même agresser les passants. Le phénomène devient si envahissant que McDo réduit les apparitions publiques de Ronald. Les vidéos de pranks ultra flippants envahissent les réseaux. Et quand la bande-annonce de ça débarque sur YouTube le 29 mars 2017, elle tombe au moment parfait. Résultat, c'est un raz-de-marée. En 24 heures, la vidéo accumule 10 millions de vues, grimpe dans les tendances et bat tous les records. Au total, elle atteint 197 millions de vues en une journée, toutes plateformes confondues. La hype est totale. Durant la promo, Barbara Muschietti insiste sur un point. Ça, chapitre 1 n'est pas un remake du téléfilm de 1990. C'est une nouvelle adaptation du roman, fidèle aux matériaux d'origine, avec juste un changement d'époque. Elle explique qu'ils ont choisi les années 80 car c'est la décennie de leur enfance et qu'elle correspond parfaitement à l'esprit du récit. Après des mois d'attente et une campagne marketing au top, le public découvre ça chapitre 1 le 8 septembre 2017. Et c'est un triomphe, il n'y a pas d'autre mot. Avec plus de 700 millions de dollars récoltés dans le monde, il devient tout simplement le film d'horreur le plus rentable de tous les temps. Et ce n'est pas juste un carton commercial. La critique suit, le public est conquis et certains médias commencent même à murmurer son nom parmi les potentiels outsiders aux Oscars. Bref, c'est la consécration. Et le deal était simple, si le premier cartonne, la suite est lancée. Et avec un succès record au box-office, la Warner ne tarde pas à donner son feu vert. La critique est également enthousiaste, tout comme Stephen King, impressionné dès les premières minutes. Ce qu'il retient surtout, c'est la force des personnages et l'humanité que le réalisateur Andy Muschietti a su préserver. Il sent que l'essence du roman est respectée et que le second chapitre apportera une vision plus adulte. Mais la pression est énorme, le public attend la suite avec impatience et 2 défis majeurs s'imposent. Garder la fraîcheur du premier film et trouver les bons acteurs adultes. Dès 2017, les jeunes comédiens suggèrent eux-mêmes des noms. Sophia Lilly pense à Jessica Chastain pour jouer Beverly et elle est prise. Finn Wolfhard propose Bill Hader pour incarner Richie adulte et il obtient le rôle.
Ensuite, James McAvoy rejoint le casting dans le rôle de Bill, aux côtés de James Ransone, Jay Ryan, Andy Bean et Azaya Mustafa. Bill Skarsgård revient en Pennywise et une surprise attend les spectateurs. Xavier Dolan fait une apparition marquante en Adrian Mullen dans une scène choc d'ouverture inspirée du roman. Une séquence très forte pour illustrer l'intolérance persistante à Derry. Ce moment écrit dans les années 80 reste tristement actuel selon Dolan. Pour lui, il était crucial de montrer cette violence. La rencontre entre Muschietti et Dolan s'est faite totalement par hasard d'ailleurs. Dolan, fan absolu du premier film, avait simplement exprimé son envie de faire une apparition, même comme simple figurant. Il se retrouve finalement avec un rôle clé dans cette introduction coup de poing. Une fois le scénario finalisé et le casting bouclé, les jeunes comédiens du premier film reviennent pour tourner plusieurs scènes en flashback. Pour aider leur homologue adulte à mieux incarner les personnages, Andy et Barbara ont une idée touchante. Chaque enfant devait écrire une lettre à son double adulte pour partager sa vision du rôle. Côté clin d'œil, Gary Doberman s'amuse à glisser dans le scénario une scène où Bill adulte entre dans une boutique d'antiquités tenue par un commerçant qui ressemble étrangement à Stephen King. Le réalisateur saute sur l'occasion et demande à l'auteur de faire une vraie apparition. King accepte immédiatement, non sans humour, il avertit le réalisateur que, à chaque fois qu'il apparaît dans un film, celui-ci se plante au box-office. Andy lui répond qu'il compte bien briser cette malédiction. Et c'est James McAvoy qui partage cette scène avec l'auteur. L'acteur s'attendait à un moment un peu gênant, mais finalement, Stephen King se débrouille plutôt bien. Il reconnaît lui-même ne pas être un grand comédien, mais souligne que la gentillesse de McAvoy et la mise en scène d'Andy l'ont beaucoup aidé à donner le change. Le tournage du second film est intense. Pour une séquence spectaculaire, Jessica est plongée dans un bain de faux sang. Au départ, Andy l'avait rassuré. Le niveau ne dépasserait pas la poitrine. Mais l'actrice, grande fan de Carrie, trouve ça trop sage et insiste pour être entièrement immergée. Elle veut que ce soit viscéral. And cut. Bravo. Une fois la scène terminée, trempée de la tête aux pieds, elle a tenu à faire un gros câlin à Andy et Barbara. Pour le climax du film, Bill Skarsgård doit jouer un énorme Pennywise. Toute la scène repose sur de la capture de mouvement, un défi énorme pour lui, car une fois que tout repose sur les effets spéciaux, l'acteur est un peu à l'aveugle. Les autres comédiens doivent l'imaginer mesurant 3 mètres, tandis que lui joue en direct, à distance, avec un micro dans la main. Ces derniers jours de tournage sont épuisants pour tout le monde. Les acteurs passent leur journée à courir, hurler, tomber, recommencer, encore et encore. Côté promo, la Warner frappe fort. Le 7 mai 2019, Stephen King annonce sur Twitter qu'un teaser sera dévoilé 2 jours plus tard, puis une série d'affiches promo sort. Chaque membre du Club des Ratés est présenté dans une double affiche, version enfant, version adulte. Dès son premier week-end aux États-Unis le 6 septembre 2019, sa chapitre 2 s'impose en maître au box-office, récoltant 91 millions de dollars. Il signe ainsi le deuxième meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'horreur, juste derrière le chapitre 1. Au final, le long métrage engrange 473 millions de dollars dans le monde. C'est moins que son prédécesseur, certes, mais cela reste un succès colossal pour un film classé R, surtout dans un genre aussi exigeant. En revanche, côté critique, l'accueil est plus tiède. D'ailleurs, il est temps de vous donner mon avis sur les 3 films. Bon, tout d'abord, difficile de critiquer objectivement un téléfilm qui a traumatisé des générations entières. Que ce soit les enfants des années 90 ou ceux qui sont tombés dessus par hasard dans les années 2000, la mini-série de 1990 a laissé sa marque. Perso, je l'ai découverte à 12 ans, lors d'une énième rediffusion télé. Et je dois le reconnaître, la première partie s'en sort bien mieux que la seconde. Certaines scènes sont même devenues cultes avec le temps. La mort de Georgie, la douche d'Eddie, l'album photo, tout ça fonctionne toujours grâce à une ambiance pesante et un Pennywise mémorable. Malheureusement, le soufflet retombe très vite dans la seconde moitié. Le final, on ne va pas se mentir, gâche tout. Et malgré une prestation impeccable de Tim Curry, il est beaucoup trop peu présent à l'écran. Environ 15 minutes sur 3 heures. Ça laisse une drôle d'impression. Même si c'est peut-être justement ce dosage qui rend ses apparitions aussi marquantes. Le vrai problème selon moi, c'est tout ce qu'il y a autour. Une mise en scène ultra plate, un rythme mollasson, un casting inégal et des effets spéciaux déjà limites à l'époque, alors aujourd'hui, n'en parlons pas. Cela dit, la bande originale signée Richard Bellis sauve les meubles. La petite mélodie de Pennywise reste bien en tête. Puis vient sa chapitre 1 en 2017, et là, changement total d'ambiance. Photographie soignée, mise en scène élégante, casting aux petits oignons, et un Pennywise vraiment menaçant.
même si j'avoue préférer la version de Tim Curry. Dès les premières minutes, on sent que le film va aller plus loin, plus violent, plus viscéral, et ça fait du bien. Le rythme est bon, l'ambiance est oppressante, et certaines séquences sont carrément marquantes. Le diaporama, la salle de bain, Henry Bowers qui pète un câble, ou encore le combat final. Mais ensuite vient le chapitre 2, et là on perd un peu pied. Ce n'est pas une suite de trop, mais c'est clairement une suite qui en fait trop. Trop longue, trop de blagues, trop de flashbacks, trop de scènes horrifiques inutiles, trop. Pourtant, ça commençait très bien. La scène d'ouverture est percutante, violente, juste comme il faut, et l'idée de retrouver les personnages 27 ans plus tard fonctionne à merveille. Le casting est bluffant de ressemblance, les retrouvailles font plaisir, et certaines séquences claquent vraiment. Beverly chez la vieille, Richie face à Pennywise, la scène dans la funhouse... Mais voilà, le film s'éternise sans vraiment nous proposer de nouveautés. Les flashbacks bien trop nombreux cassent le rythme et n'apportent pas grand chose. Et que dire de la bataille finale ? Difficile de ne pas lever les yeux au ciel quand on voit Pennywise se faire littéralement harceler façon cours de récré. Ça fait sourire, mais ça casse tout. Un enfant décapité! Ouais! Un imposteur! T'es qu'un imitateur! Je t'attaque au plus faible que toi! T'es qu'un sale clown! Pauvre abruti de clown! En réalité, le chapitre 2 souffre du succès du premier. On a voulu reproduire ce qui avait fonctionné. Plus de blagues façon Richie, plus d'enfants, plus de créatures, plus de tout. Sauf qu'à force de vouloir trop en faire, on finit par perdre l'essentiel. Ce deuxième opus reste impressionnant visuellement, mais il manque de la justesse et de l'attention qui faisaient la force du premier. Qu'on préfère le charme rétro de 1990, l'efficacité viscérale de 2017 ou la démesure du chapitre 2, une chose est sûre, Pennywise continue de flotter. Et nous, on continue de plonger. Avant que Tim Curry n'endosse le costume de l'inquiétant clown, plusieurs noms étonnants ont circulé. Parmi eux, le chanteur Alice Cooper, Roddy McDowall et Malcolm McDowell avaient tous été approchés pour incarner cette figure cauchemardesque. De son côté, Stephen King a d'abord longuement hésité à céder les droits de son roman pour une adaptation télévisée. Et on comprend pourquoi. Il redoutait à juste titre que la censure ne permette pas de retranscrire fidèlement la noirceur de son œuvre. Si vous pensiez avoir tout vu, sachez qu'un remake indien de ça existe bel et bien. Son nom ? Wu, une série diffusée en 1998 composée de 52 épisodes. Et le résultat est... disons particulier. Comme toujours avec les adaptations, certaines libertés ont été prises par rapport au livre. Par exemple, dans le roman, le corps de Georgie est bel et bien retrouvé et enterré, confirmant sa mort de façon définitive. Mais dans le film de 2017, on sait pas trop. Autre élément passé sous silence, certaines séquences hautes, dérangeantes du bouquin, comme la relation ambiguë entre Henry Bowers et Patrick, qui, disons-le franchement, vont un peu trop loin pour un film grand public. Dans le chapitre 2, un clin d'œil amusant est glissé à un autre roman de King, une plaque d'immatriculation CQB 241 qui fait référence à celle de Christine. À un moment donné, Andy Muschietti a même envisagé une idée folle, faire apparaître Pennywise sous les traits de Freddy Krueger. L'idée lui est venue en voyant le cinéma de Derry projeter L'Enfant du Cauchemar, le 5e opus de la saga Freddy. Une série intitulée Welcome to Derry est en préparation. Elle se déroulera avant les événements du film de 2017 et devrait explorer les origines du clown démoniaque. Andy Muschietti sera aux commandes, accompagné de sa sœur Barbara à la production. Une affaire à surveiller de près. Et voilà, c'est tout pour ça. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner.